L'île était déserte. Le soleil à son zénith semblait la couvrir de son œil de feu. Au loin, de petites barques de pêcheurs ouvraient leurs ailes sur la mer d'un bleu de saphir. Dantes n'avait encore rien pris, mais c'était bien long de manger dans son pareil moment. Il avala une gorgée de rhum et rentra dans la grotte, le cœur raffermi. La pioche qui lui avait semblé si lourde était redevenue légère. Il la souleva comme il eût fait une plume et se remit vigoureusement à la besogne. Après quelques coups, il s'aperçut que les pierres n'étaient point scellées, mais seulement posées les unes sur les autres et recouvertes de l'enduit dont nous avons parlé. Il introduisit dans une des fissures la pointe de la pioche, pesa sur le manche et vit avec joie la pierre tomber à ses pieds. Dès lors, Dantes n'eut plus qu'à tirer chaque pierre à lui avec les dents de fer de la pioche, et chaque pierre à son tour tomba près de la première. De la première ouverture, Dantes eût pu entrer, mais en tardant de quelques instants, c'était retarder la certitude en se cramponnant à l'espérance. Enfin, après une nouvelle hésitation d'un instant, Dantes passa de cette première grotte dans la seconde. Cette seconde grotte était plus basse, plus sombre et d'un aspect plus effrayant que la première. L'air, qui n'y pénétrait que par l'ouverture pratiquée à l'instant même, avait cette odeur méphitique que Dantes s'était étonné de ne pas trouver dans la première. Dantes donna le temps à l'air extérieur d'aller raviver cette atmosphère morte et entra. À gauche de l'ouverture était un angle profond et sombre. Mais nous l'avons dit, pour l'œil de Dantes, il n'y avait pas de ténèbres. Il sonda du regard la seconde grotte. Elle était vide comme la première. Le trésor, s'il existait, était enterré dans cet angle sombre. L'heure de l'angoisse était arrivée. 2 pieds de terre à fouiller, c'était tout ce qui restait à Dantes entre la suprême joie et le suprême désespoir. Il s'avança vers l'angle, et comme pris d'une résolution subite, il attaqua le sol hardiment. Au 5e ou 6e coup de pioche, le fer résonna sur du fer. Jamais tocsin funèbre, jamais glas frémissant ne produisit pareil effet sur celui qui l'entendit. Dantes n'aurait rien rencontré qui ne fût certes pas devenu plus pâle. Il sonda à côté de l'endroit où il avait chanté déjà et rencontra la même résistance, mais non pas les mêmes sons. « C'est un coffre de bois cerclé de fer », dit-il. En ce moment, une ombre rapide passa, interceptant le jour. Dantes laissa tomber sa pioche, saisit son fusil, repassa par l'ouverture et se lança vers le jour. Une chèvre sauvage avait bondi par-dessus la première entrée de la grotte et brouté à quelques pas de là. C'était une belle occasion de s'assurer son dîner, mais Dantes eut peur que la détonation de fusil n'attirât quelqu'un. Il réfléchit un instant, coupa un arbre résineux, alla l'allumer au feu encore fumant où les contrebandiers avaient fait cuire leur déjeuner et revint avec cette torche. Il ne voulait perdre aucun détail de ce qu'il allait boire. Il approcha la torche du trou informe et inachevé et reconnut qu'il ne s'était pas trompé. Ses coups avaient alternativement frappé sur le fer et sur le bois. Il planta sa torche dans la terre et se remit à l'œuvre. En un instant, un emplacement de 3 pieds de long sur 2 pieds de large à peu près fut déblayé et Dantes put reconnaître un coffre de bois de gêne cerclé de fer ciselé. Au milieu du couvercle resplendissait, sur une plaque d'argent que la terre n'avait pu ternir, les armes de la famille Spada, c'est-à-dire une épée posée en balle sur un écusson ovale comme sont les écussons italiens et surmonté d'un chapeau de cardinal. Dantes le reconnut facilement. L'abbé Faria le lui avait tant de fois dessiné. Dès lors, il n'y avait plus de doute. Le trésor était bien là. On n'eût pas pris tant de précautions pour remettre à cette place son coffre vide. En un instant, tous les alentours du coffre furent déblayés et Dantes vit tour à tour apparaître la serrure du milieu, placée entre 2 cadenas, et les anses des faces latérales. Tout cela était ciselé, comme on ciselait à cette époque où l'art rendait précieux les plus vils métaux. Dantes prit les coffres par les anses et essaya de le soulever. C'était chose impossible. Dantes essaya de l'ouvrir. Serrure et cadenas étaient fermés. Le fidèle gardien semblait ne pas vouloir rendre leur trésor. Dantes introduisit les côtés tranchants de sa pioche entre les coffres et le couvercle, pesa sur le manche de la pioche. Le couvercle, après avoir crié, éclata.
Une large ouverture d'essai rendit les ferrures inutiles. Elles tombèrent à leur tour, serrant encore de leurs ongles tenaces les planches entamées par leur chute, et le coffre fut découvert. Une fièvre vertigineuse s'empara de Dantès. Il saisit son fusil, l'arma et le plaça près de lui. D'abord, il ferma les yeux, comme font les enfants, pour apercevoir dans la nuit étincelante de leur imagination plus d'étoiles qui n'en peuvent compter dans son ciel encore éclairé. Puis, il les rouvrit et demeura ébloui. 3 compartiments sondaient les coffres. Dans les premiers, brillaient des rutilants écus d'or aux fauves reflets. Dans les seconds, des lingots mal polis et arrangés en bon ordre, mais qui n'avaient de l'or que le poids et la valeur. Dans le troisième, enfin, à demi-plein, Edmond Rémois poignait les diamants, les perles, les rubis, qui, cascades étincelantes, faisaient en retombant les uns sur les autres le bruit de la grêle sur les vitres. Après avoir touché, palpé, enfoncé ses mains framisantes dans l'or et les pierreries, Edmond se releva et prit sa course à travers les cavernes, avec la tremblante exaltation d'un homme qui touche à la folie. Il sauta sur un rocher d'où il pouvait découvrir la mer. Il n'aperçut rien. Il était seul, bien seul, avec ses richesses incalculables, inouïes, fabuleuses, qui lui appartenaient. Seulement, rêvait-il? Ou était-il éveillé? Faisait-il un songe fugitif? Ou étreignait-il corps à corps une réalité? Il avait besoin de revoir son or, et cependant il sentait qu'il n'aurait pas la force, en ce moment, d'en soutenir la vue. Un instant, il appuya ses 2 mains sur le haut de la tête, pour empêcher sa raison de s'enfuir. Puis, il se lança tout au travers de l'île, sans suivre, non pas des chemins, il n'y en a pas dans l'île de Monte Cristo, mais des lignes arrêtées, faisant fuir les chèvres sauvages et effrayant les oiseaux de mer par ses cris et ses gesticulations. Puis, par un détour, il revint, tout en encore, se précipitant de la première grotte dans la seconde, et se retrouvant en face cette mine d'or et de diamants. Cette fois, il tomba à genoux, comprimant de ses 2 mains convulsives son cœur bondissant, et murmurant une prière intelligible pour Dieu seul. Bientôt, il se sentit plus calme et partant, plus heureux, car de cette heure seulement, il commençait à croire à sa félicité. Il se mit alors à compter sa fortune. Il y avait 1000 lingots d'or de 2 à 3 livres chacun. Ensuite, il empila 25 000 écus d'or, pouvant valoir chacun 80 francs de notre monnaie actuelle, tous à l'effigie du pape Alexandre VI et de ses prédécesseurs, et il s'aperçut que le compartiment n'était qu'à moitié vide. Enfin, il mesura 10 fois la capacité de ses 2 mains en perles, en pierreries, en diamants, dont beaucoup, montés par les meilleurs orfèvres de l'époque, offraient une valeur d'exécution remarquable, même à côté de leur valeur intrinsèque. Dantès vit les jours baisser et s'éteindre peu à peu. Il craignit d'être surpris s'il restait dans la caverne et sortit, son fusil à la main. Un morceau de biscuit et quelques gorgées de vin furent son souper. Puis, il replaça la pierre, se coucha dessus et dormit à peine quelques heures, courant son corps à l'entrée de la grotte. Cette nuit fut à la fois une de ces nuits délicieuses et terribles. Comme cet homme aux foudroyantes émotions, on avait déjà passé 2 ou 3 dans la vie.